Excusez-moi, monsieur, vous êtes le dernier? Oui. Alors je suis derrière vous. Je vous en prie. Il y a encore une dame devant moi, mais elle arrive dans un petit instant. Sois pas idiot, camarade, et viens dans notre queue. L'autre queue, c'est pas la bonne. Comment ça, pas bonne? Ah, simple. Celle-ci, elle est bonne. Celle-là, elle est pas bonne. Restez tranquille, la nôtre est bonne. Et celle-là? Celle-là n'est pas bonne. Non mais vous entendez ça? L'autre là, elle raconte que la nôtre elle est pas bonne. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'elle raconte ce qu'elle veut. Ouais. On peut toujours raconter ce qu'on veut, n'est-ce pas? Oh, l'important c'est pas de savoir ce qu'elle raconte, mais de savoir quelle est la bonne queue. Non? La nôtre est plus longue, c'est bien qu'elle est meilleure. Hein. Oui, et en plus, devant moi, il y a encore une dame, elle arrive dans un petit instant. Oui. Alors normalement, elle est encore plus longue. Voilà, la nôtre est la bonne. Camarade, la ramène pas trop, hein. Toi-même, t'étais dans notre queue, t'es venu attendre dans l'autre. Ah oui? Oh, et toi, camarade, surveille ton langage. Et camarade, me menace pas. Tu as trahi notre rang, camarade, et tu l'ouvres en plus. Viens chez nous, camarade. Tu vas pas rester à côté d'un renégat. Non, non, vous parlez comme un imbécile, monsieur. Ah. Alors, il attendait dans notre bonne queue, et il est passé de son propre chef dans la mauvaise. C'est son problème. Oui. Cher monsieur, si vous voulez, j'échange ma place avec la vôtre, je suis pas pressé. Merci, monsieur. Vous voyez, monsieur, on est mieux chez nous. À peine vous êtes arrivé que vous êtes passé devant. La nôtre, c'est la bonne de queue. L'autre idiot, c'est par bêtise qu'il est allé attendre derrière cette pétasse. Oh, mais quel malpoli. Oh, ne répondons pas à ces gamineries. Nous sommes plus intelligents. Sophisticated. Oh, si tu étais plus intelligente, camarade, tu serais venu attendre dans notre queue. C'est-à-dire dans la bonne. J'attends déjà dans la bonne. C'est une bande d'idiots, mon cher monsieur. La dame en rouge, elle est ingénieure. Elle attend chez nous. Et quoi, une dame comme ça, elle serait bête et elle attendrait dans la mauvaise queue? Elle a pas l'air idiote. Oui. Et cette dame avec des lunettes, elle est ingénieure également. Et elle attend dans notre queue. Alors qu'elle est ingénieure. Et l'ingénieur, hein? Tu vois à quel genre de raclure on donne des diplômes maintenant? Monsieur, ne répondons pas à ces gamineries. Notre queue est la bonne et c'est tout. Non. Ces imbéciles, je m'en fiche, mais moi je ne me fiche pas de ce monsieur. Il était dans la bonne queue et il est passé dans la mauvaise. C'est eux qui lui ont monté le bourrichon, là. Non, mais madame, personne ne m'a rien monté du tout. Je suis venu pour me faire une idée, hein, mais je peux revenir à n'importe quel moment. Et ce serait pas une erreur, monsieur. D'ailleurs, la nôtre est plus sympathique. Bisounours. Nit. Oh. Ah, Ah, vous voyez. eh ben, c'est tant mieux. On s'est débarrassé des torchons et notre trottoir est devenu plus propre. Nous sommes très heureux que vous soyez revenu chez nous, monsieur. Nous attendrons ensemble, agréablement. Jusqu'à ce que mort s'ensuive. Bon. Ne répondons pas à ces gamineries ordurières. La nôtre est la bonne. Et La c'est nôtre est la bonne. La queue que nous formons est une queue raisonnable. Nous attendions, nous attendons et nous allons continuer à attendre dans notre queue. Nous ne disons pas qu'il nous est facile d'attendre et en même temps, il nous est bon d'attendre dans notre bonne queue. Et donc, nous attendons. tout. Mais c'est ça, bravo. Ah, c'est magnifique. Ouais, c'est super. Mais dans le mur. Ouais. Alors ils me disent plus rien, hein? Ça va couper le sifflet. Ils ont la gueule béante comme des pélicans aériens. Ils attendent. Le pélican est un très bel oiseau, cela ne nous offense pas. Vieille vache. Limace. Bon, nous n'avons pas besoin de dire quoi que ce soit. Hein. Du bavardage, rien n'advient. C'est de l'attente qu'advient. Le futur montrera que notre queue est la plus raisonnable et la meilleure. Et sur cette autre queue, nous sifflons. Hein? Nous sifflions, nous sifflons et nous allons continuer à siffler. Absolument. Oui. Voilà. Excusez-moi, monsieur, mais les autres, ils attendent pourquoi? Les autres? Pour rien. Et la nôtre? Pour la même chose. Mais elle est bonne.
Mais alors, si c'est pour la même chose qu'on attend, quel sens ça a qu'on attende dans deux queues? Au moins celui d'avoir la possibilité de choisir celle dans laquelle on veut attendre. Voilà. C'est ça, c'est ça. Antenne 2, midi, 27 juillet 1981. Bonjour. Pascal Bruckner, pour parler de ce problème de la Pologne, vous avez invité Henri Weber qui nous parlera tout à l'heure du Nicaragua, mais qui revient d'un voyage en Pologne et son enquête, j'allais dire, journalistique, a surtout porté justement sur ce phénomène de rationnement absolument dramatique en ce moment en Pologne. Vous venez de rentrer, je l'ai dit tout à l'heure, et vous avez passé, j'allais dire, votre temps à observer justement ces Polonais et ces Polonaises qui font la queue 24 heures sur 24, hein, pratiquement, d'après ce que l'on sait, dans les différents magasins et devant les boutiques. Oui, alors, j'ai effectivement passé une semaine dans les queues, principalement à Varsovie, mais également dans d'autres villes de province. Et on n'a pas une idée ici en France de ce que représente ce phénomène en Pologne. On sait simplement que les queues sont très longues, qu'elles durent plusieurs heures, et que pour des objets alimentaires, elles peuvent durer toute la nuit. Mais on ne connaît pas un autre type de queue qui est probablement le plus éprouvant pour la population, c'est les queues pour obtenir des biens de consommation durable, ou alors des biens d'équipement, et qui, elles, ou alors des papiers administratifs, et qui, elles, ces queues, durent plusieurs semaines, plusieurs mois, et impliquent toute une organisation, et mobilise la population, mobilise son énergie, l'épuise littéralement. Par exemple, j'ai fait la queue à Varsovie pour obtenir des meubles, avec un Varsovien qui voulait obtenir des meubles. C'est une queue qui durait déjà depuis plus de 2 mois. Et il y avait encore 2000 inscrits sur la liste, parce qu'évidemment ces queues-là ne peuvent pas se dérouler physiquement, hein, elles s'organisent. Oui, alors justement, on s'organise à l'intérieur de ces files d'attente. Oui, alors cette queue est la plus grande organisation en Pologne. La plus grande organisation de masse n'est pas comme on le croit ici, Solidarité, hein, le syndicat, mais l'organisation spontanée des queues. C'est-à-dire qu'il y a 15 à 20 millions de Polonais qui s'organisent en permanence dans ces queues et qui s'organisent en permanence dans ces queues, et ces queues secrètent leurs propres dirigeants, voilà, leur comité social de queue, leurs dirigeants naturels. Alors, ils secrètent leurs propres droits. Par exemple, il y a... Oui, dans les files d'attente. Dans les files d'attente. Oui, c'est ça, oui. Ils secrètent leur propre jurisprudence. Par exemple, il y a l'égalité de tous devant la queue, mais lorsque il y a une femme enceinte, elle n'a pas une priorité absolue. Hein, mais elle dispose d'une vitesse de progression améliorée. C'est-à-dire que lorsque la queue avance d'un cran, elle avance de 2 ou 3. Même chose pour les invalides et pour les retraités accompagnés d'enfants en bas âge. Bref, il y a une économie politique de la queue, régie d'ailleurs par le libéralisme. C'est-à-dire que les Polonais sont propriétaires de leur place dans la queue. Dans les files d'attente. Dans les files d'attente, comme vous dites. Et ils peuvent la vendre et ils le font. Par exemple, en ce moment, au consulat de France, il y a une queue de plusieurs dizaines, plusieurs centaines de mètres chaque matin, en ce moment. Le prix d'une place pour pouvoir déposer un dossier pour un visa dans la journée est de 500 zlotys, c'est-à-dire 1/10 du salaire mensuel d'un Polonais. Bien. Eh bien, je crois que nous avons une idée assez précise de ce qui se passe en ce moment dans ce pays, et il n'y a rien
de mieux que quelqu'un qui a vécu et qui a carrément étudié ce phénomène pour bien en parler. Merci Henri Weber. On peut peut-être passer à la suite de l'actualité maintenant. Invité suivant, s'il vous plaît. Skrywając męskoczmą, wręcz lisztek szczupły czub i w gaci mydła ćwiercz o ubijając ile sił. Następny 20 miałem lat i stał nas tak stół i każdy przed kimś był i każdy po kimś był. Następny i towarzyski szlif, mów pierwszy szlif mi dał, woskowe burdę co na gumach łuka miał. Następny i choć nie był wtem, czuło ci nic a nic, choć wolał przedtem bym nie śpieszeć się mnie czas, ale następny i choć nie Waterloo, leci nie Austerlitz, objęcia owe dam oczekiwał. Następny i wielu z nas ten głos, co dzisiaj ciał jak nóż, to wdziękiem armii ksiądz na zawsze wszczelił już. Następny c'est une chanson qu'on ne comprend pas. Hein. S'il vous plaît, Monsieur Bruckner, Monsieur Weber, vous qui êtes un peu spécialiste de la nous vous écoutons, aidez-nous. Je vous en prie, Monsieur Weber, oh non, Monsieur proposez Bruckner. votre version. Oui, d'accord. Je vous en prie. Oui. Oh, oui. Vraiment. Alors, c'est très aimable à vous de me laisser commencer. Alors, est-ce qu'on, excusez-moi, est-ce qu'il serait possible de réavoir les premiers vers de ce poème? Skrywając męskoczmą, wręcz lisztek szczupły czub. Sacré vaillant vieux scotch de l'homme qui check le train. Yves, en gare de Chichi, mais d'où as-tu pu chier l'ambiance d'une île de Sioux? Le refrain, oui. Mydła ćwiercz o ubijając ile sił. Oui, j'ai traduit un petit peu plus pour Następny. Voilà, c'était pour les conditions du direct, j'ai un peu... Ouais. Donc le refrain, naze, tu es né. Naze, tu es né. Alors, bon, pour la suite, c'est vrai qu'après, on part sur des bon, c'est une interprétation comme une autre, et je pense que certainement, Monsieur Bruckner, vous aurez la vôtre. C'est possible, oui. C'est du chichi de chat, tatoué, et c'est tout. La cage du chou béat et... Ah, le chou. Sage chou béat. Il y a une petite subtilité à cet endroit-là, dans le polonais. En France, difficile à traduire, enfin, là, on est... Bon. Naze, tu es né, naze, tu es né, naze, tu es né. La planète en ski glisse, où le pauvre lisse la glace. Vois debout, bordel, tu n'as pas le goût du chien. Oui. Oui, ça rejoint, alors, Oui. ça rejoint Non, naze, tu es né, naze, tu es né, naze, tu es né. Oui, Voilà. il y a de l'idée. Hein. Oui, c'est... Non, alors, on a quelques points communs quand même. Hein. Je vois qu'il y a certaines choses derrière. J'ai été un peu influencé par la traduction de JB, mais dans l'interprétation davantage. La traduction de JB. Oui, oui. Oh, tellement décevant. Je sais, très plat, beaucoup plus plat. Alors, moi, enfin, vous avez commencé quand même par une grosse erreur. Hein. Non, mais tout de même, Oui, oui. scrivaillante, c'est... Enfin, scrivaillante, on le voit bien, scrivere, écrire, Ouais. hein, c'est très net. Donc, scrivaillante, c'est man. Mais ça n'allait pas. Man, l'homme en anglais. Donc, il s'agit de l'écrivain, tout simplement. Bien sûr, mais ça n'allait pas avec la suite. Oui, mais non, laissez-moi continuer, je vous en prie. Minskotch,
du scotch à la menthe. L'erreur était facile. L'erreur était facile. C'est vrai que je suis Hein? parti sur le ruban adhésif, mais... Voilà, je corrige. Rinschitschek. Rin, shik, shek, shtupwe, tchout. Voilà, toutes les toutes. On voit bien, alors c'est là où le polonais nous montre toute sa délicatesse, il est tout en onomatopée. Oui, c'est vrai, voilà. c'est vrai. Un choup-les-choup, hein, se rincer le gosier. Se rincer le gosier. Voilà, se rincer le gosier. Donc, alors ensuite, je ne sais pas pourquoi il y a cette référence, Médoua. Médoua, hein, il s'agit bien évidemment de Méduse. Bien sûr. Hein, voilà. Évidemment. Ah, bon, Garvelch, enfin la fierté, enfin bon, je vous passe les détails. Donc voici le premier couplet. Écrivain buvant du scotch à la menthe pour se rincer le gosier, il garde de Méduse la fierté, pensant être très chou. Et alors là, je suis pas fier de ma, je suis pas peu fier de ma traduction. Vous êtes trop humble, hein. Oui, totalement. De ma traduction du refrain. Hein, on a vu qu'il était question de fierté, voire même d'autocentrisme, un petit peu. Donc, petit Narcisse. Oh. Petit Narcisse. Oh, c'est joli. C'est mignon. Hein. Alors après, pouvez-vous nous donner le deuxième couplet, s'il vous plaît? Towarzyski? Towarzyski szlif, ów pierwszy szlif mi da. Non, avant, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Dwa dziecia miałem lat i stał nas tak stu i każdy przed kimś był i każdy po kimś był. Dziękuję, dziękuję. Alors, j'ai remarqué que vous aviez repéré le chou. Ah, le chou, kimchi. Ah mais il faut connaître la Pologne pour ça. Le chou et le Japon surtout. Ouais, et le Japon aussi. Donc, voilà, le chou. Hein, alors, miauemlat. Miauemlat, bien évidemment, il s'agit du bol du chat. Hein, voilà. Il stau nastaxtu. Il stand, hein, stare en italien, se tenir debout. Oui. Nas, le nez, tac, tac, stou. Voilà. Donc, voici le deuxième couplet. Il va jusqu'au bol du chat. Il se tente le nez vers le sol. Il cache ses pieds en feuilles de chou. Ses pieds en feuilles de chou. Voilà. Tinarcis. Bon, pas la peine de nous dire le dernier couplet. Alors, là, il y a Schliff. Encore une fois, des onomatopées. Schliff. Ah, l'odeur, toujours Voilà, l'odeur. l'odeur. Donc une odeur vient à lui. Oui. Hein, de sa hauteur, chef, un truc comme ça, hein, il est perché, vous voyez. De sa hauteur, il renifle. Mesdames, mon Dieu. De sa hauteur, il renifle, mon Dieu. Vois que dans ce bordel, vous l'aviez le bordel, hein. Oui, je l'avais d'abord, oui. Oui. Vois que dans ce bordel trône, trône, une Kaucamiao. Eh oui. Eh oui, une merde de chat. Donc une odeur vient à lui de sa hauteur, il renifle, mon Dieu, voit que dans ce bordel trône une merde de chat. Tinarcis. Je trouve qu'à côté de ça, JB était un petit peu racoleur. C'est sûr que la Pologne est beaucoup plus imagée, c'est certain. Oui, et puis prendre une chanson traditionnelle polonaise pour... Oui, et en faire un tube en France, c'est quand même... Sans citer, voilà, c'est quand même un peu... On est d'accord. Allez. Si le polonais est une langue difficile pour les étrangers, il nous oppose également à nous, polonais, une opiniâtre résistance. Chuintant, grinçant, il nous conduit parfois au bord du désespoir. Par ses rencontres de consonnes sifflantes, par son accent qui, portant toujours sur la pénultième, réduit les possibilités de modulation rythmique. Extraordinairement riche en mots exprimant les impressions sensorielles. Par exemple, pour bruit ou lueur, il existe en polonais un très grand nombre de mots dont les nuances me paraissent intraduisibles. Il est lourd et maladroit quand il lui faut exprimer l'abstraction, si bien qu'il ne nous transmet guère les contenus philosophiques qu'en vous laissant en quelque sorte toucher les objets du doigt. J'arrive pas à dormir parce que j'arrive pas à m'enlever de la tête une chanson, une idée de chanson. Elle sera subversive. J'ai déjà la mélodie
Et je ne suis pas loin d'avoir trouvé les paroles également. Pardon. Madame la rédactrice, vous jouez du piano? Ah non, non, non. Je m'y suis jamais encore essayée, mais j'ai observé attentivement comment votre ami jouait et je me suis dit que moi aussi je pouvais essayer. De manière très claire. Oui, c'est très clair. Allez-y. Ah, mais c'est drôle! C'est justement une mélodie comme ça qui me trotte dans la tête. Oui. Un mambo. Un mambo? Ah, j'aurais pas deviné. Mais c'est étonnant parce que cette mélodie me semble familière. Je dirais même plus, cette mélodie ressemble à une mélodie que tu as toi-même écrite. Ah mais oui, mais il me semble que je n'ai pas écrit seule cette mélodie, mais en collaboration avec Madame la rédactrice. Mais bien sûr. Et le texte, Madame la rédactrice, est-ce qu'il ne vous trotte pas un petit peu dans la tête? Mais le texte exact, pas encore. Si toi aussi tu en as par-dessus la tête des chansons d'amour et d'amourette qui chantent que Roméo manque à Juliette comme la moutarde à ma côtelette, n'est-il pas temps d'élever le niveau et d'introduire dans nos morceaux des thèmes intéressants et profonds? Alors c'est parti, chantons! Spinoza, c'est pas un prénom de fille. Spinoza, c'est pas une race de chat. Spinoza, c'est pas un nom de maladie. Il faisait de la philosophie, c'était une tête comme ça. Pani i panowie, przed śpiewają. Uwaga! S-P-I-N-O-Z-A Mambo Spinoza, Spinoza Mambo. Oh, fiche! C'est à toi. Né à Amsterdam, mort à l'aller, il a construit un système de pensée que l'on qualifie de monistique et de naturalistique. Sa philosophie spéculative est nécessaire car déductive. Il n'est pas influencé par David Hume, mais par Descartes et Hobbes la boum. Spinoza, C'est pas un vrai nom de fille. ah non, ça va. Spinoza, c'est pas une race de chat. Spinoza, c'est pas un nom de maladie. Il faisait de la philosophie, c'était une tête comme ça. Ladies and gentlemen, everybody singing, attention, S-P-I-N-O-Z-A, Mambo Spinoza, Spinoza Mambo. Come on, boys! Si tu as bien écouté la leçon, te voilà désormais un peu moins con. Tu connais désormais Spinoza, la force de sa pensée, hop là. Et d'ici la fin du prochain couplet, les esprits idiots seront éclairés par la lumière de ces noms fameux et ils sauront tous que Spinoza, c'est pas une star de ciné. Heidegger, c'est pas un nom dans le bras. Giordano, c'est pas une marque d'apéro. Et quel Platon et Badiou, plus de secret pour nous. Señoras y señores, todo el mundo conmigo, atención. S-P-I-N-O-Z-A Mambo Spinoza, Spinoza Mambo. Hop, ça va épater les étrangers. Français, italien, Allemand, anglais. que le polonais quand il sifflote un refrain. Déjà il philosophe mine de rien. Nous contemplons autour d'un piano. Pas de romance à faire chialer Margot. Ce n'est pas pour des niaiseries comme vous. Voilà comment on chante nous. Spinoza, c'est pas un prénom de fille. Non, non. Spinoza, c'est pas une race de chat. Spinoza, c'est pas un nom de maladie. Il faisait de la philosophie. C'était une tête comme ça. Spinoza, c'était une tête comme ça. Je me souviens d'une petite réunion donnée par des Argentins où un Polonais de ma connaissance se mit à parler de la Pologne. Ce qui, bien entendu, lui fit immédiatement mettre sur le tapis Mickiewicz et Kościuszko et le roi Jean Sobieski avec sa bataille de Vienne. Les étrangers écoutaient, non sans politesse, son discours enflammé,
enregistrant que Nietzsche et Dostoïevski étaient de souche polonaise, et que nous avions 2 prix Nobel de littérature. Et je me dis alors que si quelqu'un s'était avisé de se vanter ainsi soi-même ou sa famille, il aurait commis une gaffe déplorable. Je me dis que se livrer à pareille surenchère de héros et de génie et de conquêtes et de mérites culturels était, du strict point de vue de la propagande, une démarche parfaitement maladroite. En effet, avec notre Chopin à moitié français, notre Copernic pas tout à fait nôtre, nous pouvons songer à soutenir la concurrence d'une autre nation, qu'elle soit française, allemande, anglaise, italienne, russe. Ce procédé ne peut que nous condamner à l'infériorité. Les étrangers continuaient à écouter ces propos sans impatience, comme on écoute des gens qui, se piquant d'origine aristocratique, vous rappellent à tout bout de champ que leur bisaïeul fut châtelain en Lituanie. Ils écoutaient d'ailleurs avec d'autant plus d'ennui qu'au fond ils s'en balançaient royalement. Issus en effet d'une nation jeune, et par bonheur dépourvue de génie, ils étaient absolument hors de la course. Ils écoutaient, continuaient à écouter, avec indulgence, voire avec sympathie, comprenant finalement la situation où se trouvait El Pobre Polaco, qui, enflammé par son rôle, n'arrêtait plus. Et un Polonais ne sait pas comment se comporter, quelle attitude adopter envers la Pologne, car elle le gêne, le rend plein d'artifices, lui enlève son naturel, le rend timide au point qu'il plus rien ne lui réussit, qu'il en devient crispé comme en proie à des crampes. Il désire par trop l'exalter, voilà, par trop la secourir. Vous avez remarqué, si des Polonais se comportent d'une façon à peu près correcte et normale envers Dieu, ils sont tout perdus face à la Pologne. Chose à laquelle ils ne sont pas encore accoutumés. Du matin. Heure de la nuit au soir. Heure du flanc droit au flanc gauche. Heure pour ceux de 30 ans. Heure toute prête pour le chant du coq. Heure où la terre nous relie. Heure où un souffle froid vient d'étoiles éteintes. Heure où restera-t-il quelque chose de nous? Heure vide, heure en vain, abîme de toutes les heures. Personne n'est bien à 4 h du matin. Si les fourmis sont bien à 4 h du matin, félicitons les fourmis. Et que viennent 5 heures, si nous voulons continuer à vivre. Le Polonais traînait encore son vieux chagrin. Il est venu s'asseoir à demander du vin. Et les 2 mains posées sur la table de bois, il a servi 2 verres et puis il a dit bois. Il a parlé longtemps à son chagrin têtu, en lui disant va-t'en, tu vois je n'en peux plus. Cette fois c'est fini, je veux vivre sans toi. Vieux chagrin, je t'enterre pour la dernière fois. C'était 2 compagnons qui venaient de très loin, l'un dans l'autre habitant, se partageant le pain. Comme ces vieux chevaux qu'on attelle au lavant, ils s'étaient rencontrés à la fin d'un amour. Dans le petit bistrot, tout le monde attendait pour savoir celui qui le premier partirait. Mais quand l'homme est sorti,
pris son couteau et à son vieux chagrin il lui a fait la peau. Et puis il s'est couché sans trop savoir pourquoi, dans le lit sans mémoire d'une fille à soldat. Quand on sonnait midi à l'horloge d'en bas, il est redescendu, sa veste sur le bras. Il a tourné au coin de la rue du Marat. Et puis il a pleuré, tout seul, le long des docks. Une mouche m'importunait. Je la chassais, mais elle revenait. Je la chassais donc de nouveau. Enfin, elle dit, puisque c'est non, eh bien, j'attendrai jusqu'à ce que... Elle s'envola et se posa non loin de là, sur un chien crevé. Jusqu'à ce que quoi? Demandai-je. Elle ne répondit pas. Je n'insistai pas, craignant de connaître de toute façon la réponse. Dans notre ville, nous avons une statue du soldat inconnu de 1905. Cet homme périt de la main du tyran au cours de la Révolution. Aussi, ses concitoyens lui élèvèrent-ils un petit tertre sur lequel, 50 ans plus tard, on construisit un socle avec une inscription gravée dans la pierre « Gloire éternelle ». Puis, sur le socle, vint s'ajouter une statue représentant un jeune homme brisant ses chaînes. L'inauguration de cette statue en 1955 donna lieu à une grande cérémonie officielle. Tout le monde fit un discours, on déposa de nombreuses fleurs et couronnes. Quelque temps plus tard, 8 élèves de l'école secondaire décidèrent de rendre hommage à l'insurgé. Le professeur d'histoire, qui avait un grand talent d'orateur, réussit à les émouvoir si profondément pendant ses cours qu'ils se rassemblèrent après la classe et firent une quête pour acheter une couronne de fleurs. Formant ensuite un petit cortège, ils se dirigèrent vers le monument du soldat. Au premier tournant, ils tombèrent sur un homme de taille moyenne, vêtu d'un manteau bleu marine. Il les examina attentivement, après quoi il les suivit à une certaine distance. Ils traversèrent la vieille place du marché. Les gens ne faisaient pas attention à eux, les cortèges étaient chose courante. En plus, pratiquement personne n'habite à l'église du marché. Salut! Alors, on vient rendre un petit hommage? Très bien, très bien. Pour un anniversaire, sans doute, n'est-ce pas? Je suis débordée en ce moment, je ne me souviens plus exactement. Non, on est venu comme ça. Comment ça? Comme ça? Comment ça, comme ça? Nous souhaitons honorer la mémoire du révolutionnaire qui a péri en luttant pour la liberté du peuple. Ah oui, vous avez sans doute été envoyé par la cellule du quartier. Non, mais de l'école. Comment ça? Il n'y a personne du quartier, là? Non. Alors, vous avez peut-être sans doute été envoyé par l'école? Non, on est venu tout seul. Ah oui. Mais peut-être alors que c'est le mois des hommages renforcés aux révolutionnaires inconnus? Non.
On est venu tout seul. Ah oui? Il s'éloigna. Les garçons étaient sur le point de rentrer chez eux lorsqu'il réapparut, mais cette fois accompagné d'un milicien. Vos papiers, s'il vous plaît. Dit le milicien aux garçons. Ils leur donnèrent leur carte scolaire. Oui, bah, ça va. Dit-il. Mais non, ça ne va pas du tout. Bon. Qui vous a ordonné de déposer cette couronne? Personne. Ah ah! Vous finissez par avouer. Vous dites donc vous-même que pour réaliser cette présente manifestation en l'honneur du révolutionnaire inconnu, vous n'avez été organisé ni par la direction de l'école, ni par la société de l'Union de la jeunesse populaire, ni par le comité du quartier, ni par celui de la ville, ni par celui du district. Bien sûr que non. Que le dépôt de cette couronne n'a pas été à l'initiative de la Ligue des femmes, ni de la Société des Amis de 1909. Non. Que ce n'est ni le mois... un mois officiel, ni un anniversaire, ni rien du tout. Non. Que vous n'avez pas reçu la moindre circulaire. Hein? Que c'est vous, tout seul. Nous tout seuls. Bon. Sergent, vous savez qui je suis. Confisquez immédiatement cette couronne. Quant à vous, dispersion. Les garçons partirent en silence. Derrière eux, s'éloigna le milicien lesté de la couronne. Seul resta devant le monument l'activiste en manteau bleu marine. Il inspecta la statue avec méfiance et examina les environs. C'est alors qu'il commença à pleuvoir. De fines gouttelettes tombèrent sur le manteau bleu marine et sur la veste en pierre de l'insurgé. Les nuages s'amoncelèrent et le temps devint sombre. Des gouttes argentées glissèrent lentement sur la tête de la statue, vacillèrent sous les oreilles de pierre comme des boucles d'oreilles, brillèrent dans les prunelles de granit vide. Ils se tenaient, ainsi tous deux, face à face. Car elle aimerait se coucher tôt aujourd'hui. Et pour que vous vous en souveniez, elle me charge de vous remettre cette pancarte et ce petit clou. Très bien, je vais l'accrocher. Comme cette cloison est fine et ma gentille voisine commence à se mettre dans son petit lit. Alors, pianissimo, je tapote sur mon marteau. Mais mon clou, il est où? Il est parti. Monsieur, excusez mon culot, mais je me couche tôt et là j'entends d'un coup votre marteau. Ça fait tac, tac, blanc, je trouve un clou dans le divan. Oh, merci. Je vous en prie. Oh, oh. Comme cette cloison est fine et ma gentille voisine s'est sûrement couchée dans son petit lit. Alors, pianissimo, je tapote sur mon marteau. Mais mon clou, il est où? Il est parti. Monsieur,
Monsieur, excusez mon culot, mais je me couche tôt et là j'entends d'un coup mon manteau. Ça fait tac, tac et voilà, je trouve un clou dans le divan. Oh, Merci. je vous en prie. Oh, oh. Comme cette cloison est fine, et ma gentille voisine s'est maintenant couchée dans son petit lit. Alors, pianissimo, je tapote sur mon marteau. Ben mon clou, il est où? Il est parti. Monsieur, excusez mon culot, mais je me couche tôt et là j'entends d'un coup votre manteau. Ça fait tac, tac et blanc, je trouve un clou dans mon divan. Oh, Merci. je vous en prie. Oh, oh. Comme cette cloison fine et ma gentille voisine dort maintenant sagement dans son petit lit. Alors, pianissimo, je tapote sur mon marteau. Mais mon clou, il est parti. Excusez-moi monsieur, mais vous allez enrhumer ma fiancée à force. Tiens, ça sent bon. Vous avez fait du thé? Oh, je dirais pas non pour une petite tasse. D'accord. Merci. On va faire du sport? Entrez. 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 Non, bah, il n'y a personne. Bonsoir. Pourrais-je demander la main de la comtesse? Et pourquoi nous la demander à nous, précisément? Et à qui dois-je demander la main de la sous-locataire si ce n'est aux locataires principaux? Oui, oui, d'un point de vue locatif, monsieur a tout à fait raison. Excusez-moi, cher monsieur, mais après cet éventuel mariage, vous souhaiteriez vous joindre à la sous-location avec votre épouse? Non, 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 le logement ne rentre pas en ligne de compte. J'ai une chambre, certes petite, mais une cave immense. J'y cultive notamment des champignons de Paris. Oh, bah ça doit bien marcher pour vous alors. Pourquoi? Ah bah parce que les champignons de Paris, en ce moment, dans les restaurants, on les trouve dans tous les plats. Alors vraiment, dans tous les plats. Non, 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 mais ce sont toujours les mêmes. Parce que les clients les laissent dans l'assiette. Non, 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 non. Cela ne se fera pas sans dot. Je me déclarerai, il va sans dire, mais le jour. Le jour, parce que ça a une importance? Une importance énorme. Le soir, je ne suis pas très sympathique. Le matin, en revanche, aucune femme ne me résistera. À l'aube, je suis charmant, marrant et très engageant. Je gazouille comme l'hirondelle et m'endors au soleil, comme l'abeille. Puis je me réveille plein d'amour et je ronronne tout le jour. Mais lorsque survient la nuit, vient un type pas poli. J'ai la gueule qui pâlit et mon poil se tarit. Et s'il souffle un vent glacial, je tombe dans un twist infernal. Voyant dans ce twist d'enfer, vous tomberiez tous par terre. Puis le pleur les fauches font la malle.
d'enfer. Mais allô, je suis charmant, marrant et très engageant. Je gazouille comme l'hirondelle des mordors au soleil. Comme l'abeille, puis je me réveille plein d'amour et je ronronne tout le jour. Et lorsque survient la nuit, un petit pas poli, j'ai la gueule qui pâlit, et mon poil se tarit. Les femmes ne coupent pas, hélas, cet enfer et toute cette crasse. La journée, elle m'annule, elle me jette au crépuscule. Combien leur a-t-on subi avant d'encontrer une fille qui, en plus de ses travers, supporterait mon rire d'enfer. Mais allô, Oui, merci, je suis charmé. On a compris, À l'école, j'étais un enfant soigneux et exemplaire, mais je jouissais pas de la sympathie générale. Je pensais que plus je me comporterais convenablement, plus je mériterais les égards de mes maîtres et de mes camarades. Cependant, malgré toutes mes bonnes intentions, voilà, je me heurtais à un mur d'un impénétrable mystère. Quel mystère? Je ne le savais pas. Maintenant encore, je ne le sais pas, au juste. Je me sentais seulement entouré de... Je me sentais entouré de partout par un mystère hostile et pourtant attirant, étranger à moi, insurmontable. N'était-elle pas attirante, cette petite comptine que récitaient mes camarades pendant nos jeux dans la cour de l'école? 1, 2, 3, les Juifs sont des oies, les Polonais sont en or, et c'est toi qui sors. Alors, je sentais qu'elle était attirante et je la déclamais avec délectation. Mais pourquoi au juste attirante? Je ne pouvais pas le concevoir. Et pourtant, je sentais que ma présence était de trop, que peut-être j'aurais dû rester à l'écart et me contenter de regarder. J'essayais de me rattraper par la sagesse et la politesse, mais celle-ci rencontrait l'antipathie des élèves. Et surtout, ce qui est plus injuste et plus étrange, des maîtres. Je me rappelle aussi... Qui es-tu? Un petit Polonais. Quel est ton signe? L'aigle blanc. Je me souviens enfin de mon regretté professeur d'histoire et de littérature nationale. Un petit vieillard tranquille, plutôt inoffensif, qui n'élevait jamais la voix. Messieurs, quel autre peuple a été le messie des peuples? Le rempart de la chrétienté? Quel autre a eu un prince, Joseph Poniatowski? Si l'on veut compter les génies, les précurseurs surtout, nous en avons autant que l'Europe entière. Dante. Moi je sais, monsieur. Krasinski. Molière. Fredo. Newton. Copernic. Beethoven. Chopin. Bach. Monusco. Vous voyez vous-même, notre langue est 100 fois plus riche que la française qui passe cependant pour la plus accomplie. Que dit le français?
petit, petiot, tout petit, tout au plus. Tandis que nous, quelle richesse! Małe, malutki, malurny, malusi, maleńki, malenieczki, malusieńki, et ainsi de suite. C'est moi qui répondais le plus vite et le mieux, et pourtant il m'aimait pas. Pourquoi? Je le savais pas. Les Polonais, messieurs, ont toujours été très paresseux, parce que la paresse est l'apanage fatal des gens très doués. Les Polonais sont des gaillards doués et paresseux. Les Polonais sont un peuple étonnamment sympathique. Alors mon ardeur pour l'étude s'éteignit, mais cela ne me gagna pas les faveurs de mon pédagogue, malgré sa sympathie pour les coquins paresseux. Ah, c'est le printemps, non? Le sans-travail, on a envie de bois, de prairies. Le Polonais a toujours été un sacré polisson, comme on dit, un vrai gaillard. Il a été partout. Et c'est pourquoi les Suédoises, les Danoises, les Françaises et les Allemandes raffolent de nous. Mais nous préférons nos Polonaises. Car leur beauté est célèbre dans le monde entier. Ce genre d'invitation eut sur moi tant d'effet que je tombais amoureux d'une jeune demoiselle qui étudiait avec moi ses leçons sur un banc dans le parc de Łazienki. Je restais longtemps sans savoir par où commencer, et quand j'eus finalement demandé « Vous permettez, mademoiselle ?» elle ne répondit même pas. Le lendemain, ayant pris conseil auprès de mes camarades, je vainquis mes hésitations et je la pinçai. Elle cligna des yeux et se mit à glousser. Wouh! Cela avait réussi! Je revins triomphant, joyeux et sûr de moi. Eh les gars! Les copains! Moi aussi je suis un gaillard, un polisson, un petit polonais. Si vous aviez été dans le parc hier, vous auriez pu en voir de belles. Et je leur racontais le tout. Enfin, le polonais possède non seulement une échelle exceptionnellement large de diminutifs, mais pour un grand nombre de substantifs, il a aussi la faculté de donner, par l'imposition d'un suffixe, des versions variables dans l'ordre de grandeur et même dans l'ordre affectif. Ainsi, à partir de kot, chat, nous trouvons kotek, chaton, kotetchek, petit chaton, kocianko, chaton particulièrement joueur, kotchak, chaton joueur, un peu impertinent, synonyme aujourd'hui de mignonne. Kotsur, le gros chat agressif. Kotschisko, gros chat peu aimable. D'autres variations sont possibles, telles que Kotchachek, c'est un petit Kotchak, ou Kotchujesko, un énorme Kotsur. Et je passe sur les variations de Kotka, la chatte. Je te désire. Vous êtes si nul. Tac. Petit paresseux. Tac. Chouchou à sa maman. Tac, tac. Terrible nuit de novembre, belle traîtresse. La pluie frappe à mon carreau et sans pitié fait gonfler ma mélancolie et ma détresse. Et le cafard saisit mon cœur tout entier. Une journée passée pour rien, une semaine. Une autre semaine, puis une autre pour rien. Je ne peux pas, je ne sais plus si c'est la peine de chercher des raisons de me lever le matin. Aimer ne vaut pas le coup, donner ne vaut pas le coup, chercher ne vaut pas le coup, et trouver ne vaut pas le coup, jurer ne vaut pas le coup, y croire ne vaut pas le coup, dormir ne vaut pas le coup, et se lever ne vaut pas le coup, baiser ne vaut pas le coup, pêcher ne vaut pas le coup, jouer ne vaut pas le coup, et gagner
sans air si nul. Même si je sais très bien que des filles, y en a des tonnes, je sais aussi que des comme elles, y en a qu'une. Je m'arracherai les cheveux avec la tête. Quand je me regarde, mon visage n'est pas le mien. Est-ce que je vais rêver tout ça dans ma petite tête? Et alors quoi? Et alors? Bah alors, rien. Aimer vaut pas le coup, donner vaut pas le coup, chercher vaut pas le coup, et trouver ne vaut pas le coup, jurer vaut pas le coup, y croire vaut pas le coup, dormir vaut pas le coup, et se lever ne vaut pas le coup, baiser ne vaut pas le coup, pêcher ne vaut pas le coup, jouer ne vaut pas le coup, et gagner. Bon, une seule chose vaut le coup, se saouler, ça vaut le coup, s'asseoir et pleurer et chanter, ça vaut le coup. se saouler, ça vaut le coup, se saouler, ça vaut le coup, descendre au bistrot, se mettre minable, ça vaut le coup. En bonne compagnie, se noyer, ça vaut le coup. Goutte après goutte dans l'agneau, ça vaut le coup. Remplir sa tête de vodka, ça vaut le coup, s'asseoir et pleurer et chanter, ça vaut le coup. Le cœur comme une pierre et l'âme comme un chien fou, se saouler, se saouler. Y a que ça qui vaut le coup. Ah, l'inséparable, si ce n'est la source de cet art indiscipliné qu'est le cabaret, le bar, garant des conventions et des rituels. Tiens, je te rappelle une anecdote. Il y avait un auteur qui s'appelait Tadeusz Wojciechowski, qui écrivait des chroniques cabarettistiques. Et donc à propos d'un conférencier de la scène cracovienne, qui s'appelait Stasinek Sierosławski, qui apparemment avait un talent incroyable pour absorber toutes sortes de spiritueux. Donc Boy écrivait à propos de Jeleński que voilà, c'était incroyable, mais même au cœur de la nuit noire, dans le jardin, Stasinek arrivait à verser de la vodka à rabord sans en renverser une goutte. Donc quand on a demandé à Stasinek comment il faisait, Stasinek a dit, c'est très simple. Il faut se choisir une étoile dans le ciel, l'observer à travers le verre et verser. Quand l'étoile disparaît, c'est plein. Ça me rappelle une autre anecdote sur Stasinek. Il était en train d'enlacer un énorme châtaignier sur la promenade des Plains, puis il appelait Yanouche, et il disait Yanouchkou, aide-moi à tenir ce cher arbre, il vacille. Et ça me rappelle une autre. J'ai trouvé une annonce dans le journal. Hop. Voilà. J'assume la responsabilité de tout. Prix modéré. 6 rue des tarifs réduits, 2e cage d'escalier dans la cour, 4e étage gauche. Justement, je m'étais coupé en me rasant et je cherchais qui en était la cause. Comme je suis célibataire, je n'avais personne sous la main à la maison et cherchais querelle aux poissons et stupides. Je me rendis donc à l'adresse indiquée. Sur la porte, il y avait une carte de visite, B, émissaire. Et cet ajout au crayon, veuillez frapper fort ou donner un coup de pied. Je fus reçue par un petit bout d'homme avec une barbiche. Je lui exposer l'affaire. Bagatelle, Dit-il. je prends la responsabilité pour ce genre de choses. Ça fait 120. Si bon marché. Ça vous étonne, moi aussi. Mais je ne peux pas vous compter plus, j'ai une concurrence malhonnête. Que dites-vous là? Je pensais que vous étiez le seul dans cette spécialité. Allons donc, c'est à peine si j'arrive à joindre les deux bouts, et tout ça à cause d'eux. À cause de qui? Vous ne savez pas? Il baissa la voix.
Il y a longtemps qu'ils auraient eu ma peau si je n'avais pas eu encore quelques vieux clients, mais de moins en moins, monsieur. De moins en moins. Et qui? Eux, ils s'approprient tout le marché. Et qui? Mais comment ça, qui? Les Juifs. Et le pire, c'est qu'ils ne travaillent absolument pour rien. J'ai eu un éblouissement. De dire que je n'y avais pas pensé plus tôt. Je fis demi-tour et au galop me précipitai hors de l'appartement de Bémissaire. 110 cria-t-il dans mon dos, penché sur la rampe tandis que je dévalais l'escalier. Mais 80. Alors disons 30, seulement 30 et vous n'aurez qu'à cogner, je peux rien faire d'autre. Pas cher, il faut bien le reconnaître, mais pas si bête. Pourquoi devrais-je payer quoi que ce soit alors qu'ailleurs ça ne coûte absolument rien? Tous ces villages sont enfouis sous la poussière de l'oubli. Les chapkas, les petites rues, les petits négoces. La bonne chèvre broutant au pré, Schmoul à la barbe cuivrée, qui taillait les costumes pour la noce. L'amour fait briller les regards. Le vieux monde, oublié, s'égare. La brume l'emporte vers l'horizon pâle. Il emporte dans son sillage coq et mouton dans les nuages, comme le peignait Monsieur Chagall. Sur le frac de ta main, tailleur vous coupe le satin, et du coude mesure le voile de la mariée. La robe blanche bientôt sera prête, les timbales teinteront la fête. Tel un roi, tu seras fortuné. L'amour fait briller les regards, le vieux monde oublié s'égare. La brume l'emporte vers l'horizon pâle. Il emporte dans son sillage coq et mouton dans les nuages, comme le peignait Monsieur Chagall. Tu ressemblais au tailleur, mon ami, quand ce fut l'heure des larmes et des adieux sur ce quai froid, Où tout seul je suis restée, regard vide et poing serré, à répéter « Sois fort, écris-moi ». La peine fait briller les regards. Le train gris a quitté la gare. La brume l'emporte vers l'horizon pâle. Il emporte dans sa fumée la maison qu'on avait rêvée. Ce n'est pas ça qu'a peint Chagall. Nos yeux sont secs depuis longtemps, mais nous rêvons que le vent disperse enfin la poussière de l'oubli. Qu'un point rageur vienne lever le voile sur la vérité, que Schmoul le rende à la mariée, que sonnent les violons et les guitares, que l'amour brille dans les regards, que nos chansons volent jusqu'à l'horizon pâle. Sois frère du tailleur errant, le monde est un ballon mourant, comme le peignait Monsieur Chagall. Après chaque guerre, il faut faire le ménage. L'ordre, quel qu'il soit, ne se fera pas tout seul. Il faut repousser les gravats sur le bord de la route pour laisser passer les voitures remplies de cadavres. Quelqu'un doit s'embourber dans la fange et la cendre. Les ressorts des canapés, les échardes de verre et les chiffons sanglants. Quelqu'un doit vitrer la fenêtre et raccrocher la porte sur ses charnières.
Ce n'est pas photogénique et demande des années. Toutes les caméras sont parties déjà pour une autre guerre. Il faut refaire les ponts et les gares. Les manches vont s'effilocher à force d'être retroussées. Quelqu'un, le balai à la main, se souvient encore comment c'était. Quelqu'un écoute, acquiesçant de sa tête non arrachée. Mais déjà à côté d'eux, il y en aura qui vont s'ennuyer. Quelqu'un, parfois encore, déterrera de dessous un buisson des arguments rongés par la rouille et les déposera sur un tas d'ordures. Ceux qui savaient de quoi il s'agissait ici doivent céder la place à ceux qui en savent peu. Et moins que peu. Et enfin, rien du tout. Dans l'herbe qui a recouvert les causes et les effets, quelqu'un doit se coucher, un épi entre les dents, et bâiller aux corneilles dans les nuages. Nous parlons une langue où le mot sécurité donne un frisson d'horreur, où le mot vérité est le nom d'un journal, où les mots liberté et démocratie sont le fait administratif d'un général de la police. Comment est-ce arrivé? Comment sommes-nous tombés dans les pièges du jeu de mots? Nous vivons dans un temps de clin d'œil incessant, de persécution, d'index qui pointent vers le ciel. Je n'y suis pour rien, vous comprenez? De claque sur le genou, mais sous la table présidentielle. Personnellement, camarades, je compatis. Dans un temps d'embrassade des mouchards de la veille. Et qu'advient-il de nous à poursuivre ces jeux, ces grimaces complices, ces divertissements en plein air pollué, ces exercices pour artistes? Nous vivons dans un lieu, notre temps le bien nommé, où manger de la viande apparaît maintenant, à la lumière des recherches de pointe, comme nuisible. Où les prix qui montent indiquent l'accroissement du bien-être. Où tout est de la faute des Juifs, qui sont absents, la plupart liquidés par les gaz, les autres un quart de siècle plus tard par les journaux. Où tout comme à Athènes prospèrent les académies de police, et où le bulletin est déposé dans l'urne sans un regard, par presque 100% de la population, inclus les malades des hôpitaux, les prisonniers et certains morts. Mais qui nous force, au fond, à continuer de jouer aux devinettes logiques, aux brillants paradoxes, à ces passe-temps d'intellectuels? Ou quoi? La liberté syntaxique et grammaticale du polonais est stupéfiante. La phrase peut commencer ou s'achever par l'attribut. Presque tout substantif peut créer un verbe. Et une multitude de suffixes permettent d'exprimer d'un seul mot l'action à peine commencée, ou en cours d'élaboration, ou déjà achevée. Cette liberté, cette exubérance est une invitation au baroque. Et elle rend naturellement fluide la barrière qui sépare la maladresse de la maîtrise. Par tout son passé, le polonais est étranger à l'esprit du français. Mais alors, une tentative de transposer dans les sonorités de la langue française une poésie qui en est si éloignée, n'est-elle pas une tâche impossible et vaine? Inévitablement, le lecteur devra consentir à une marge considérable entre l'original et l'adaptation. Et il devra consentir particulièrement à un ordre français, là où il s'agit plutôt en polonais d'un ronronnement, d'un grognement d'ours, ingurgitant un de ces plats dont nous étions jadis friands, une soupe à la bière chaude, dans l'antre d'un aubergiste, tandis que dehors la neige tombe.
weź mi. I wypowiedzieć nie potrafię mych i ostatnich dni. Dziś przebolałam już wszystko, zapomniałam już wszystko, zrozumiałam i wiem. Już nigdy nie usłyszę ani twych słów. Już nigdy do mych ust nie przytulę cię znów. Na zawsze pozostaną mi smutku i mąki. Nie oblecie przed żoną mnie w krąg. Biel twoich rąk już nigdy. Już nigdy, jak okrutnie ma słowa te brzmią. Już nigdy nie zobaczę, gdy oczy zamkną. Odszedłeś, jakie trudno pogodzić się z tym, że nie wrócisz ni nocą, ni dniem, myślą i snem już nigdy. Przecież można samym ze wspomnieniem, echem zapomnianej burz. Byłeś mi wszystkim, jesteś cieniem tego, co umarło już. Żegnaj, kochany mój i mnie, zapomniany mój sercem, miłowany mój śnie. Już nigdy, jak okrutnie ma słowa te brzmią. Już nigdy nie zobaczę, gdy oczu zamkną. Odszedłeś, jakże trudno pogodzić się z tym, że nie wrócisz ni nocą, ni dniem, myślą ni snem. Już Au milieu de mes nombreuses occupations qui ne peuvent attendre, j'avais oublié que je dois aussi mourir. Dans mon étourderie, je négligeais cette obligation ou ne m'y livrais qu'avec peu d'entrain. À partir de demain, cela va changer. Consciencieusement, je vais commencer à mourir avec sagesse et optimisme, sans perdre de temps.